Bonjour à tous. Alors depuis peu, on constate une forme de retour en grâce de la philosophie stoïcienne, notamment par le youtubage, hein, et par la séduction, on va dire, du divertissement d'Internet. Alors j'ai vu des trucs, le stoïcisme en BD, des machins comme ça. Enfin bon, fondamentalement, la BD c'est bien, mais bon, pour exposer des idées profondes et conceptuelles. Sur en particulier le stoïcisme par exemple, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment galvauder le message du stoïcisme. On pourrait faire un autre podcast sur le sujet, sur le problème de la forme, de la forme dans l'exposition de, on va dire, de la culture et de problèmes philosophiques. Donc c'est un autre sujet, mais c'est éminemment problématique parce qu'en fait ça conduit à réduire le message philosophique, si on peut dire, à un, bah, c'est ça, un divertissement, quoi. Et c'est comme si les gens n'étaient plus capables de s'intéresser à des idées fondamentales par le divertissement. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Toujours est-il que le stoïcisme revient sur le devant de la scène quelque part, surtout dans ce qu'on appelle la dissidence, hein, globalement, de droite ou de gauche d'ailleurs, peut-être plus de droite d'ailleurs. Bref, et toujours est-il que le stoïcisme est exposé souvent comme un héroïsme moral, évidemment. Le stoïcisme est exposé comme le symbole du sage que rien n'émeut, ce qui conduit d'ailleurs à considérer que, eh bien, le sage est en fait supérieur aux autres, donc ça peut conduire celui qui croit être stoïcien, eh ben, de se sentir, on va dire, meilleur que les autres. Donc on entre dans une forme de narcissisme, hein, donc ça c'est le narcissisme Instagrammable. Voilà. Je suis au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et le stoïcisme, vu comme souffrance partagée, où quelque part tout souffre avec tout, au sein de l'immense chaîne de cause à effet qui constitue le monde dans sa totalité. Voilà, donc l'idée de souffrance qui serait effectivement l'idée centrale du stoïcisme. Or, ce qu'on peut dire, en revenant au texte, donc là, dans ce podcast, je vais citer en particulier deux auteurs, Jean Brun, qui a écrit donc L'Europe philosophe, sous-titre 25 siècles de pensée occidentale, et notamment il revient sur la question du stoïcisme, bien sûr, de la philosophie antique, toute la philosophie antique. Donc Jean Brun, philosophe chrétien, spécialiste de la philosophie grecque, voilà, des présocratiques à Aristote et même à la philosophie antique romaine, hein. Et l'autre bouquin que je vais citer, l'autre auteur, c'est Pierre Hadot, en particulier donc son bouquin sur le stoïcisme, qui est effectivement qui s'intitule La citadelle intérieure. Donc sous-titre c'est Introduction aux pensées de Marc Aurèle. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va se poser la question de savoir si effectivement le stoïcisme est une souffrance fondamentale. Alors, Jean Brun dans l'Europe philosophe, que nous dit Jean Brun? Jean Brun nous dit que le stoïcisme est une philosophie de l'harmonie et il emploie le mot, je cite, de la sympathie. Donc sympathie. Par l'accord entre ma tension intérieure, donc là il parle d'une tension intérieure, et la tension intérieure de l'objet perçu. Donc, si l'on résume la philosophie stoïcienne pour Jean Brun, si l'on explicite ce que je viens de dire, le monde est composé de corps unis entre eux par les liens d'une sympathie universelle, pénétrée de finalité. D'accord? Le monde est un tout sympathique. Le monde est un tout sympathique à lui-même, continu, contigu à soi, connaturel, organisé selon une finalité omniprésente. Alors, le problème qui se pose ici, c'est le problème du terme sympathie. Alors, il y a trois niveaux de sens du terme sympathie. On va y revenir dans un instant. C'est la question de sympathie comme dans le sens actuel, je veux dire.
C'est-à-dire sympathie, ah, cette personne, elle est sympathique, elle est gentille, elle est sympa, voilà, elle est sympa justement, euh, elle est aimable, elle est drôle, enfin voilà, c'est un copain, etc. Donc elle est, voilà, la sympathie dans ce sens-là. Bon, on peut déjà et, évacuer cette hypothèse de sens, parce qu'évidemment, il n'est pas question de parler de la sympathie dans ce sens-là, dans la citation de Marc Aurèle, de Jean Brun, pardon, et effectivement dans la philosophie de Marc Aurèle. Alors, il y a un sens ensuite plus étymologique qui est effectivement, qui insiste là pour le coup sur l'idée de souffrance. Donc, la sympathie, la saint-pathie, c'est le fait de souffrir avec l'autre. Donc l'idée d'une souffrance mutuelle, d'une souffrance partagée. D'accord ? Et un sens encore plus premier, encore plus primordial, j'allais dire, c'est le sens qui insiste sur l'idée d'affect. C'est-à-dire qu'une chose est affectée par une autre. Donc l'idée de sympathie, c'est l'idée que la chose est affectée, pathos, sain, avec une autre. Donc par une autre en quelque sorte. Donc c'est pareil, c'est toujours... c'est pas une souffrance partagée ici, mais c'est une affection mutuelle partagée. Voilà, c'est presque un pléonasme, mais dit comme ça d'ailleurs. Donc une chose est la conséquence. Donc une chose qui est affectée, une chose affectée. Donc, enfin, je veux dire, l'affection, le fait que la chose soit affectée dans un cadre précis, c'est la conséquence de la présence de l'autre chose qui affecte cette première chose. Vous voyez ? Donc il y a une chose affecte une autre, et cette même chose est affectée par cette autre chose, etc. Et puis il y a un renvoi aussi de cette affection. Voilà, c'est vraiment une idée de cause-conséquence entre deux choses qui s'affectent quelque part mutuellement. Donc quelque part, c'est être affecté, sim, avec, hein, comme je l'ai dit. Insister sur la causalité. Donc l'idée, c'est d'insister sur la causalité comme principe universel du monde, comme tout cohérent. Voilà, ça, c'est l'idée centrale du stoïcisme. Et effectivement, de ce point de vue-là, Jean Brun rend parfaitement compte de l'idée que le monde est une vaste chaîne de causalité qui définit effectivement l'idée de providence, hein, voilà, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc le problème là fondamental, c'est que la dimension de sympathie universelle qui serait constitutive du stoïcisme pose le problème dans le sens où elle ouvre la porte vers une interprétation selon laquelle le stoïcisme serait une souffrance permanente et avec laquelle il faudrait faire avec quelque part tout au long de sa vie. Et ça, c'est un problème parce que en réalité, aucun stoïcien digne de ce nom ne cherche fondamentalement à souffrir toute sa vie. D'ailleurs, il suffit de relire les textes de Marc Aurèle pour s'en assurer. Et on va y revenir d'une manière plus ou moins directe dans les deux points suivants de cet exposé. Mais toujours est-il que cette dimension de sympathie exposée par Jean Brun et qui peut laisser à penser que le stoïcisme serait une souffrance permanente, hein, avec laquelle il faudrait faire avec, eh bien, je pense que c'est lié à une forme de vision chrétienne ou de projection d'idées chrétiennes sur effectivement une philosophie qui est assez différente à bien des égards. Enfin, assez différente. En tout cas, de ce point de vue-là, il n'y a pas l'idée de souffrance radicale et permanente chez le stoïcisme, dans le stoïcisme. Et donc c'est une projection ou plutôt pas du christianisme en tant que tel, mais d'une certaine interprétation du christianisme et du message des évangiles. Hein. D'ailleurs, on est peut-être dans une dimension un peu paulinienne, hein, parce que c'est vrai que chez Paul, dans ses épîtres, il insiste beaucoup sur l'idée de souffrance, de porter sa croix, etc. Alors qu'en réalité, si on compare avec le témoignage des évangiles, alors ce qu'on peut dire là en quelques mots, c'est qu'effectivement, Jésus parle beaucoup de souffrance. Lui-même, il est sur le chemin de la souffrance hein, quand il expose son enseignement, bien sûr, puisque voilà, après, il y a le chemin de croix, hein, d'accord, et puis la crucifixion. Ça, on est d'accord. Mais la souffrance, telle qu'exposée dans les évangiles, n'est qu'une étape avant un renouveau, avant une renaissance, avant, pour le coup, la résurrection. Donc en fait, l'idée de sympathie
exposée par Jean Brun exposée par Jean Brun, incluse, donc l'idée incluse, qui sera incluse dans le stoïcisme, c'est effectivement, voilà, voilà, cette projection éminemment chrétienne ou d'une certaine interprétation du christianisme dans le stoïcisme lui-même, alors que voilà, la souffrance n'est qu'une étape. Et même d'ailleurs voilà, comme je l'ai dit, dans le christianisme des évangiles. Donc, de ce point de vue-là, si effectivement le stoïcisme n'est pas, et encore une fois, il suffit de lire les propos de Marc Aurèle lui-même, hein, une souffrance permanente, et qu'elle elle est effectivement, elle fait partie du monde, la souffrance fait partie du monde, mais elle ne saurait être l'élément qui marque fondamentalement la vie, hein, et ben, le stoïcisme, en ce sens, est une philosophie de l'harmonie. Et en fait, c'est là la clé, puisque la clé de la non-permanence de la souffrance pour la philosophie stoïcienne, c'est d'envisager le monde comme une harmonie générale. Et donc ça, on vient de le voir. Donc, en fait, tout à l'heure, je parlais de l'accord entre ma tension personnelle, ma tension intérieure à moi, et la tension intérieure de l'objet qui fait que l'objet est ce qu'il est. Voilà. Donc en fait, quand je parlais de tension personnelle et de tension de l'objet, je parlais de ma tension personnelle, c'est-à-dire ma tension personnelle tiraillée entre effectivement les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et le stoïcien vous dira qu'en fait, il faut se concentrer uniquement sur les choses qui dépendent de nous. Parce qu'il n'y a que là-dessus qu'on a une prise. Sur les choses qui ne dépendent pas de nous, fatalement, il faut les accepter telles qu'elles sont. Donc c'est ça en fait, et cette tension intérieure, c'est toujours ce tiraillement entre les deux, où effectivement, on a tendance à être ramené tout le temps, aux choses qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire à faire des projections sur ça, à vouloir les contrôler. On est toujours dans une forme de tension entre ça parce que effectivement l'humain a la tendance radicale de vouloir contrôler ce qui lui arrive, parce que c'est rassurant, parce que c'est valorisant aussi peut-être, parce que ça le tire, on va dire, ça le tire de l'angoisse existentielle qui constitue sa vie, quoi, quelque part. Mais effectivement, être dans cette tendance de vouloir contrôler les choses qui ne dépendent pas de nous, de vouloir contrôler l'ensemble de sa vie, eh ben, c'est effectivement l'idée de rajouter quelque chose à l'objet perçu. Donc l'idée, dans le stoïcisme, c'est de ne rien rajouter à l'objet perçu, de le percevoir dans sa limite, dans sa froideur absolue, quoi, dans la manière dont il apparaît froidement et objectivement à la vue et à la sensation. Donc, quand je suis en accord entre ma tension intérieure, c'est-à-dire que je me concentre moi sur les choses qui dépendent de moi, et que je suis en accord avec le fait que l'objet est ce qu'il est froidement, et ben de ce point de vue-là, je me concentre donc sur le présent, sur les choses qui dépendent fondamentalement de moi, et je m'affirme comme étant en harmonie avec le monde extérieur, puisque fatalement, je me concentre sur les choses qui dépendent de moi, et j'accepte les choses qui ne dépendent pas de moi, telles que je les perçois, et telles qu'elles m'arrivent dans ma vie. D'accord ? Et d'un certain point de vue, effectivement, on peut considérer aussi cette tension intérieure personnelle dans lequel se situe le stoïcien. C'est aussi une forme de tension entre le bien et le mal. C'est-à-dire que je suis tout le temps tiraillé entre le fait de faire le bien et le fait d'avoir tendance à faire le mal. Et de ce point de vue-là, on peut tout à fait faire le rapprochement avec Paul, où Paul nous dit que dans Romains chapitre 7, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voyez ? Et effectivement, il y a aussi dans le stoïcisme cette tension fondamentale. D'ailleurs, au sujet de cette tension intérieure du stoïcien, qui est la condition, j'allais dire sine qua non,
pour l'affirmation de soi-même comme étant en harmonie avec le monde extérieur, et en harmonie avec soi-même d'ailleurs. Pierre Hadot, lui, parle dans la citadelle intérieure, de justement la citadelle intérieure de soi, qu'il s'agit de renforcer, de protéger, pour éviter de se laisser écraser, justement par cette tension intérieure entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et cette citadelle intérieure, c'est, on va dire, la sphère de liberté, on va dire, personnelle, qui constitue l'intérieur, l'harmonie, la cohérence avec soi-même du philosophe stoïcien. Et qui, une fois renforcée, permet aux stoïciens de juger les choses, de juger les choses, de juger le monde, de juger les éléments, sur ce qui dépend de lui, d'accord? Donc c'est se concentrer, donc la citadelle intérieure, c'est la liberté de juger sur les choses qui dépendent de nous. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas aller faire de projection sur les choses qui ne dépendent pas de nous. Et c'est à ce titre-là que l'on acquiert une forme de cohérence intérieure avec soi-même. Et cohérence avec soi-même qui donc conduit à la cohérence avec le monde global extérieur. Que l'on arrête donc de vouloir contrôler et que l'on prend comme il est fondamentalement. Du point de vue littéral et froid. Donc la philosophie stoïcienne est une philosophie de l'harmonie avec soi-même et avec l'immense chaîne de causalité qui constitue le réel. Donc le stoïcisme, lui, parle de la nature universelle, c'est le cosmos, si l'on peut dire. Donc le stoïcisme, en tant que philosophie de l'harmonie, c'est une philosophie de la justesse du regard et de la justesse du jugement, qu'il s'agit de renforcer perpétuellement, afin d'éviter de se laisser embarquer dans ce qui ne dépend pas de nous. Voilà, je répète et je le redis, donc c'est ça l'idée. Avec donc là le fait de, comme je l'ai dit, de renforcer sa citadelle intérieure, qui est effectivement la cohérence avec soi-même et avec le monde. Et cette citadelle intérieure, donc, c'est une posture et non un accomplissement figé, d'accord? C'est une posture à entretenir, à maintenir, on va dire, c'est ça, cohérent avec elle-même. Et c'est pas un aboutissement et une fin en soi. Hein. Donc en ce sens, comme le stoïcisme, c'est se fonder sur les choses, c'est juger les choses qui dépendent de nous et considérer simplement les choses qui dépendent de nous et délaisser et accepter les choses qui ne dépendent pas de nous, eh bien, le stoïcisme, comme cohérence avec soi-même et comme cohérence avec le monde extérieur, n'est pas un héroïsme, contrairement à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que le stoïcisme, je viens de le dire, c'est accepter ce que le monde est et ce qu'il nous fait vivre, ce qu'il nous fait vivre, pardon. C'est-à-dire, c'est accepter le destin. La cohérence avec le monde extérieur et donc la cohérence avec soi-même, c'est accepter le destin tel qu'il nous fait vivre les choses. Point. Donc je ne suis pas un héros en ce sens-là. Le philosophe stoïcien n'est pas un héros, c'est simplement une personne qui constate des faits objectifs. Et l'autre alternative opposée qui est un peu la même facette d'une seule et même médaille, c'est que le stoïcisme serait une philosophie de la résignation. Donc d'un côté, on est dans une philosophie de l'héroïsme, de l'action grandiose et perpétuelle et tout ça. Donc le stoïcisme comme individu proactif, j'allais dire. Et de l'autre côté, on a le stoïcisme comme individu résigné et qui préfère effectivement se laisser faire et subir le destin, quoi. Alors que c'est absolument pas ça non plus, car il y a dans le stoïcisme l'idée de maintenir sa citadelle intérieure. Donc c'est-à-dire maintenir, comme on l'a dit, sa cohérence avec soi-même autour de ce qui dépend de soi-même. Et de délaisser, on l'a dit, de se détourner des choses qui ne dépendent pas de soi. Ce qui veut dire qu'en acceptant le monde froidement, on renforce sa citadelle intérieure et on se maintient donc en ce sens dans l'action. C'est-à-dire qu'on compose. Le fait est que on doit composer avec le monde extérieur qui ne dépend pas de nous. Ça, on n'y peut rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Ça veut dire simplement qu'il faut
être réaliste. Donc le stoïcisme est une philosophie éminemment réaliste. C'est une lucidité froide qui fait que si un obstacle surgit, c'est une donnée nouvelle qui, acceptée comme telle, doit nous conduire à ajuster notre action afin de maintenir le cap, de maintenir la posture. De maintenir la posture, on l'a dit, donc de la citadelle intérieure, comme cohérence avec soi-même et avec le monde. Donc ce n'est pas non plus un pessimisme. Pierre Hadot, toujours dans la citadelle intérieure, insistant sur le fait que Marc Aurèle ne développe jamais une quelconque désillusion à l'égard du monde, une quelconque opinion personnelle sur les choses, opinion personnelle négative bien sûr, mais qu'il exprime une réalité, une simple réalité littérale et spirituelle. C'est-à-dire que pour Marc Aurèle, pour le stoïcisme, le monde est fait de beaucoup de laideur, il y a beaucoup de choses répugnantes, même des choses moralement répugnantes, hein, mais qu'en ce sens, c'est simplement une observation objective, et qu'il s'agit aussi, dans une veine d'ailleurs tout à fait aristotélicienne, de considérer ces choses répugnantes et de les réaffirmer comme faisant partie du tout cohérent que constitue la réalité, dans sa chaîne de causalité dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Il s'agit aussi de, on va dire, presque d'être en admiration face à ces choses répugnantes qui font partie du monde et qui ont également leur rôle dans le tout cohérent que constitue la réalité. Et en ce sens, c'est effectivement l'idée aussi que eh bien, la citadelle intérieure, l'individu stoïcien, on va dire, cohérent avec lui-même et avec le monde, et en fait, il doit se placer d'en haut, mais pas se placer d'en haut comme supérieur, ce que peut effectivement laisser entendre certaines interprétations un peu foireuses récentes, mais comme effectivement, se placer d'en haut afin de ne pas se laisser abuser par les fausses valeurs, et de ne pas s'offusquer justement des choses laides qui font partie du monde tel qu'il est, et c'est comme ça, et ça on n'y peut rien. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez tout à fait l'idée que le stoïcisme n'est pas un pessimisme, ce n'est pas un héroïsme, et ce n'est pas non plus une philosophie de la résignation. Et ce qu'on constate d'ailleurs, là j'ai effectivement exposé deux interprétations du stoïcisme, donc celle de Jean Brun dans l'Europe philosophe et celle de Pierre Hadot dans la citadelle intérieure. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, je conclurai là-dessus, Pierre Hadot, lui, expose le stoïcisme fondamentalement avec l'idée centrale que la philosophie est une manière de vivre, donc le stoïcisme comme manière de vivre, alors que Jean Brun, lui, est plus dans une forme de... c'est-à-dire plus universitaire peut-être dans sa manière de faire, c'est-à-dire qu'il va davantage exposer les choses d'un point de vue théorique et d'un point de vue presque, j'allais dire, idéal, c'est-à-dire de l'ordre des idées, d'accord ? Des idées, des préceptes, etc. Et ce qui implique en fait de délaisser l'aspect pratique et de moins marquer les articulations entre les concepts. C'est-à-dire qu'il est plus dans la veine, ce que je disais, académique, où on va surtout distinguer les choses dans une veine fondamentalement théorique, plutôt que de renforcer et de développer au maximum l'idée d'articulation entre les idées. Parce que dans le stoïcisme, il y a vraiment une articulation entre l'éthique, la physique et la logique. Vous voyez, Jean Brun, lui, va être vraiment dans une forme de segmentation des différents niveaux du stoïcisme. Donc c'est vraiment pas la même chose. Il y en a un qui est plus dans la pratique et l'autre qui insiste plus sur l'aspect, on va dire, si l'on peut dire, théorique. Et effectivement, c'est ce qui peut poser problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a posé problème, moi, quand j'ai lu le texte de Jean Brun, où effectivement, on a plus cette idée centrale de la philosophie comme manière de vivre, quoi. En l'occurrence du stoïcisme, comme manière de vivre. Et effectivement, mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire Jean Brun, au contraire. À ce titre, il est très pédagogue, et au moins, il permet de remettre les choses à leur place, d'un certain point de vue, surtout pour les gens qui veulent découvrir. C'est un aperçu général
sur, on va dire, l'activité intellectuelle dans son bouquin L'Europe philosophe, sur l'activité intellectuelle depuis 25 siècles. Donc de ce point de vue-là, il remet les choses à leur place, et même son que sais-je sur le stoïcisme, Jean Brun, parce que Jean Brun a écrit un que sais-je sur le stoïcisme, très intéressant pour quelqu'un qui découvre, et qui veut justement éviter de penser des âneries comme ce que les gens pensent aujourd'hui, et ce que j'ai essayé de déconstruire aujourd'hui. Eh bien, même dans dans le stoïcisme, Jean Brun montre bien que le stoïcisme n'est pas un héroïsme ou une philosophie de la résignation, d'accord? Il insiste bien sur les éléments radicaux que j'ai moi-même exposés, mais voilà, toujours avec cette idée en moins de la pratique et de l'articulation entre les différents niveaux du stoïcisme. Et dans l'Europe philosophe qu'il a écrite, livre qu'il a écrit un peu plus tard, donc 89, et bien effectivement, on le sent peut-être plus influencé par une certaine interprétation, comme je l'ai dit, du christianisme, que dans ces que sais-je, dont la première édition, je crois, date des années 50 ou des années 60. Hein. Donc vous voyez, voilà, c'est tout un problème. Donc de ce point de vue-là, effectivement, Pierre Hadot, au travers des différents livres qu'il a écrits, lui est beaucoup plus, on va dire, cohérent, presque beaucoup plus stoïcien dans l'âme, puisque effectivement, d'un livre à un autre sur une échelle de temps de 10, 20 ans ou 30 ans, eh ben, Pierre Hadot, lui, va rester sur la même ligne. Donc ça rejoint un peu la citation de Sénèque, où effectivement il s'agit de désirer toujours la même chose. Voilà. Alors j'ai plus la citation exacte, mais c'est désirer la même chose à tous les moments de sa vie, un truc comme ça, c'est ce que dit Sénèque. Et donc c'est l'idée d'insister sur la cohérence générale, la cohérence d'action du stoïcien. Voilà. De pas rentrer dans des formes de contradiction avec soi-même, justement au service de l'harmonie avec soi-même.